Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais m'attaquer à ce couteau. Donc un projet assez intéressant parce qu'il est plutôt compliqué à réaliser, il y a plusieurs formes qui vont pas être faciles à faire et une partie recurve que j'ai pas bien l'habitude de faire. Donc comme d'habitude j'utilise de l'acier XC75, donc c'est très probablement mon acier préféré, une valeur sûre et m'a encore jamais déçu. Ici c'est une plaque que je me suis fournie chez Eurotechnie et qui fait 3 mm d'épaisseur. Comme d'habitude, je dégrossis d'abord ma plaque d'acier avec la meuleuse, donc on enlève un maximum d'acier, tout simplement pour pas avoir à enlever tout ça avec un disque à ébarder par la suite, ou pour pas scoltiner ça à la ponceuse après. Ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps si on peut enlever le plus gros avec le disque à découper. Pour tout ce qui est partie concave, je vous conseille de réaliser plusieurs petits triangles pour pouvoir approcher au maximum la forme. Une fois qu'on a enlevé déjà pas mal d'acier avec le matériel qu'on a, on va utiliser un disque à ébarder pour pouvoir enlever encore plus d'acier et se rapprocher vraiment de nos lignes. Comme vous pouvez vous en rendre compte, je passe pas mal de temps pour tout ce qui est réalisation du profil du couteau. Parce que comme je l'ai dit, c'est un couteau qui est pas vraiment facile à faire. Il a beaucoup de formes complexes, des arcs, des creux, et pas mal d'angles en fait, des parties assez pointues qu'il convient de réaliser proprement. Donc d'abord avec la meuleuse et ensuite avec une ponceuse. Donc moi c'est les outils que j'utilise le plus parce que ça me fait gagner beaucoup plus de temps, mais c'est tout à fait réalisable à la ligne. Ici, pour tout ce qui est partie concave et qui a le bon diamètre, on va se servir de la roue supérieure de la ponceuse stationnaire. C'est un outil qui est quand même vachement pratique, même si il existe des outils bien plus performants comme les backstands professionnels. Comme d'habitude, j'attaque tout ça avec une bande de grain 40. Pourquoi grain 40? Parce que là, on est à la réalisation de l'ébauche en fait. Donc il faut que ça aille vite, il faut pas que je passe des bandes faut pas que je passe beaucoup plus de temps. Et avoir un grain plus fin ne me servirait à rien à cette étape-là, étant donné qu'on va avoir plein de processus après qui vont potentiellement salir, voire abîmer la surface qu'on travaille. Comme j'ai pas pu m'attaquer à mon casse-goutte juste avant, je vais utiliser une pierre abrasive sur mon Dremel pour faire ça. On change ensuite d'outil abrasif, donc on prend un petit rond abrasif, encore avec notre Dremel pour s'attaquer aux parties qu'on n'a pas pu toucher à la ponceuse. Je vais ensuite faire un petit peu de guillochage, donc on marque d'abord la surface du couteau pour pouvoir en fait voir les futurs traits donc, je réalise ici et qui vont en fait permettre de délimiter les zones qu'il va falloir éliminer. Donc ici je me suis servi d'une lime triangle et juste avant vous l'avez vu d'une lime ronde. C'est des motifs qui sont pas très compliqués à réaliser. De toute façon je suis pas non plus un expert du guillochage. Mais au final je suis quand même assez content de moi, même s'il y a quelques défauts par-ci par-là, vous verrez à la fin. Donc voilà le résultat. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est pas un motif très compliqué, c'est juste histoire de décorer un petit peu. On va ensuite marquer la surface de notre manche pour pouvoir déterminer précisément où est-ce qu'il faut qu'on fasse nos trous.
Et ensuite on perce tout ça à la perceuse à colonne. Donc ici j'utilise un rivet de 3,1 mm, un foret de 3,1 mm pardon, parce que mes rivets sont justement de 3,1 mm. Donc comme d'habitude on prend son temps et on lubrifie bien. Donc ici j'ai utilisé de l'eau, mais vous pouvez utiliser de l'huile. On va ajouter d'autres trous, bien plus larges cette fois-ci, je crois que c'est de 8 mm ici. Le but ici est en fait d'enlever de la matière dans l'acier, ça va pas vraiment compromettre la solidité du manche, mais en tout cas ça va grandement l'alléger. Et en plus ça va permettre à la colle d'adhérer beaucoup plus. On marque ensuite notre centre du couteau pour pouvoir un tranchant qui soit à peu près centré. On passe ensuite à la réalisation des émoutures, donc ici avec un disque à lamelles. Donc quand vous avez plusieurs tranchants comme ça, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de les traiter séparément, notamment lorsque vous passez entre le tranchant recurve, donc la partie concave, et la partie convexe qui se trouve vers la pointe. Si vous traitez tout d'un coup, vous allez en fait déformer un petit peu votre profil, alors que si vous traitez tranchant par tranchant, vous allez avoir des zones qui vont être bien délimitées, et visuellement ça va quand même être bien plus agréable, vous allez être bien plus proche du résultat que vous essayez d'atteindre au début. Ensuite on nettoie tout ça à la ponceuse. Pour s'attaquer aux parties recurve, je vous conseille de laisser dépasser un petit peu votre bande sur un côté de la platine, et du coup vous allez pouvoir en fait vous servir uniquement de ce petit bout de bande qui va dépasser pour pouvoir s'attaquer à la partie concave. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais ça se fait. Personnellement, j'ai du mal à faire des tranchants recurve qui soient justement très tranchants, parce qu'en fait je pense que je mets pas assez d'angle dans ces parties concaves, dans ces tranchants concaves. Donc il faut juste essayer de monter les moutures un petit peu plus hautes. C'est juste une question d'habitude, je pense. Là je réépaissis un petit peu mes tranchants parce que je veux pas que ça pète pendant la trempe. Le futur propriétaire m'a demandé une gravure, donc je m'essaie à ça. Je suis clairement pas très doué pour ça. On va dire que le résultat est ok, même si avec de l'entraînement je pourrais faire ça mieux. Mais bon, au moins j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Voilà, donc le couteau est prêt pour la trempe. Donc pour l'instant il est à un état très très brut, hein, c'est encore un petit peu brouillon, il n'y a aucune finition parce que je fais tout ça après la trempe. Pour la trempe, c'est du XC75, donc rien de très compliqué. Il suffit de monter l'acier au rouge cerise, donc ça doit être, de mémoire, je crois que c'est 850 degrés. Je suis pas tout à fait sûr. Donc il suffit de monter l'acier au rouge cerise et de tremper ça dans l'huile. Moi j'utilise de l'huile végétale. Ça marche aussi avec de l'huile de moteur, c'est ce que j'utilisais avant, mais je vous déconseille d'utiliser ça maintenant. Donc voilà, donc pour le manche, on va s'attaquer là à un gros morceau. Donc je vais faire un manche qui est composé de plein de différents matériaux. Ici j'ai un petit morceau de wenge qui serait trop petit pour faire le manche du couteau, mais je vais le combiner avec de la résine. Donc pour avoir un aspect esthétique, il va falloir en fait qu'on casse le wenge comme je l'ai fait là, pour pouvoir poser ces morceaux de wenge à une certaine distance et remplir le vide qu'il y a entre les deux avec de la résine. Donc moi j'utilise de la résine polyester, c'est un petit peu moins performant que la résine époxy on va dire, mais pour l'usage que j'en ai, ça suffit amplement, et honnêtement j'ai encore jamais été déçu par cette résine là.
Ici, je mixe 100 ml de résine avec 2 ml de catalyseur. Donc pour tout ce qui est mixage de résine, etc., suivez bien les instructions du fabricant parce que sinon vous pouvez avoir de mauvaises surprises, notamment des résines qui mettent trop de temps à sécher ou qui s'échauffent trop s'il y a trop de catalyseur ou tout simplement qui sèchent jamais. On mélange ensuite bien, faut pas hésiter à bien mélanger à cette étape là parce que si le catalyseur n'est pas réparti uniformément dans la solution, à ce moment là vous allez avoir un problème au niveau du temps de séchage. Je rajoute du pigment bleu. Donc en fait grosse déception à ce moment-là parce que je pensais en avoir mis beaucoup et finalement vous allez voir pour le rendu final c'est quand même très clair, donc clairement j'ai beaucoup de mal à doser ces pigments-là. Je pensais vraiment que ça allait même se foncer en séchant et en fait il s'est passé l'inverse. Là vous voyez qu'on a quand même un joli bleu pétant et on va se retrouver à la fin avec un bleu clair style bleu ciel. Ça reste joli mais c'était pas le but. Donc il n'y a pas que du Wenge dans mon petit bac en plastique. Alors d'abord un bac en plastique, pourquoi? Parce que la polyester ne colle pas au plastique, donc ça va nous faciliter tout ce qui est démoulage. Et quitte à faire une plaquette en résine, j'en ai profité pour essayer de faire un autre petit morceau de plaquette avec d'autres chutes de bois que j'avais. Voilà. Et j'ai utilisé ça dans un autre projet. Le problème c'est que le bois, ça flotte, même avec la résine. Donc on enfonce tout ça et ensuite on va utiliser un lest. Donc ici moi ça va être une petite équerre en métal que j'ai entouré de scotch, du scotch qui est plastifié. Tout simplement pour pas que ça attache. Et de cette manière là ça va permettre de bien maintenir le bois sous la résine. Voilà, on laisse ça reposer de côté et en attendant on s'attaque à notre couteau. Alors la trempe s'est bien déroulée, le revenu pareil, donc un revenu à 200 degrés comme vous pouvez le voir à la couleur du couteau. Ce que j'ai mis en évidence juste avant, c'est qu'en fait la toute pointe du couteau s'est tordue pendant la trempe. Alors je pense que j'ai tout simplement tapé un côté de la forge et qu'étant donné que la pointe était un petit peu fine, ça l'a plié. Rien de très grave, on va rattraper ça à la ponceuse après. Le couteau est droit et donc il ne nous reste plus qu'à blanchir la lame et à faire tout le polissage. Alors, pour ce qui est de blanchir la lame, même méthode qu'avant, on va laisser dépasser un petit peu de la bande sur le côté. Là, je me suis attaqué au tranchant recurve. Ce qu'il faut faire attention, c'est que juste au-dessus, j'ai mes gravures. Et si j'enlève trop de matière, je vais aussi enlever mes gravures. Alors, j'ai fait attention à bien creuser mes gravures, comme ça elles sont profondes et elles vont bien avoir pris la calamite. Mais il faut quand même rester prudent. On en profite aussi pour blanchir notre manche, ou du moins toutes les parties qui seront visibles après. C'est à cette étape-là en fait qu'il faut vraiment faire toutes les grosses modifications, toutes les grosses corrections sur la lame, les tranchants, les émoutures. Il faut que nos lignes soient le plus proche possible de ce qu'on veut obtenir à la fin. Parce que c'est là que le travail va être le plus simple en fait. Si on veut faire ça avec du papier de verre après, ça peut nous prendre beaucoup plus de temps. Et bien enfin, le moment préféré de tous les couteliers, ou du moins tous ceux qui se donnent la peine de faire du tiré de long, donc du polissage à la main. C'est un procédé qui honnêtement prend du temps. Après, moi j'utilise du papier de verre qui est quand même assez performant et je finis mon polissage à la ponceuse au grain 400 et j'attaque au grain 240 à la main. Donc je vais pas me plaindre parce que c'est quand même relativement rapide. Je pourrais vous faire une vidéo qui vous détaille tout ça, qui vous détaille mon procédé justement en plus en détail. Mais il n'empêche que ça reste quand même assez long. Donc là je commence au grain 240. L'étape d'après c'est du grain 360. Ensuite je passe directement au grain 1000, tout simplement parce que j'ai pas trouvé de papier de verre qui soit efficace entre le grain 360 et le grain 1000. J'en trouve pas. De la toile en grain 800 par exemple, j'arrive pas à trouver des rouleaux de toile en grain 800. Donc c'est dommage. Mais bon, ça fait le job.
Donc là aussi, on travaille bien tranchant par tranchant et on se garde toujours un petit morceau de papier de verre pour finir un coup sur toute la lame, en fait, pour avoir un grain qui soit bien uniforme et qui parcourt tout le long de la lame. Après le grain 1000, on passe au grain 2000 et ensuite on passera au grain 5000. Moi, c'est là que je m'arrête. Il y a des gens qui peuvent monter bien plus haut que ça. Tout dépend de la finition que vous voulez avoir. Moi, je travaille uniquement en tiré de long, ça fait que je suis jamais sûr à 100% d'avoir enlevé toutes les marques du grain précédent. En soi, moi ça me dérange pas parce qu'en fait, étant donné que mon grain le plus bas c'est du grain 240, au final mes rayures, si on peut les appeler comme ça, restent quand même assez fines et assez discrètes, même sur un poli miroir. Et surtout, elles sont parallèles au sens d'allongement de la lame, du coup, moi ça me dérange pas. Et jusqu'à maintenant, on sait jamais plaindre mes polis miroirs, donc je pense pas changer de technique. J'ai aussi acheté une nouvelle pâte à polir, donc comme vous pouvez le voir, la blanche. Qui donne quand même une finition un petit peu plus claire, j'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est juste un effet mental et moi qui me dis que c'est mieux pour pas me dire que j'ai gâché mon argent, mais il me semble que c'est quand même un petit peu plus propre. Du moins ça marche mieux lorsqu'il s'agit d'émorfiler les couteaux juste après le processus d'affûtage. Et voilà notre lame toute polie. Donc un poli miroir qui est pas parfait, certes, je le reconnais, mais dont je suis quand même assez fier. J'estime que quand on peut se voir clairement dans la lame, on peut appeler ça quand même un poli miroir. Et voilà, donc maintenant que notre résine a prise, on peut déballer notre cadeau. Ça fait toujours un petit peu cet effet. Voilà le résultat. Donc comme vous voyez, c'est nettement moins bleu que ce que j'espérais. C'est quand même joli, vous verrez sur le produit fini, je suis quand même content de ça, mais j'espérais un bleu beaucoup plus foncé. Le colorant est noté en bleu roi et franchement, je trouve que ça porte très mal son nom. Après bon, c'est un colorant qui coûte vraiment pas cher, donc je vais pas non plus me plaindre. On aplatit la face parce qu'il va forcément nous falloir une face qui soit plate pour qu'on puisse la coller aux manches en fait. J'ai ensuite redécoupé tout ça juste aux dimensions qu'il nous fallait et on va couper cette partie là en deux parce qu'en fait on va se servir que d'une moitié pour chaque plaquette. Parce qu'on va mettre plein d'autres matériaux, notamment de l'olivier que j'avais aussi. Et on va prendre plusieurs intercalaires. Alors on va avoir deux intercalaires ici, c'est pas grave de tomber. Là maintenant c'est du patawa je crois. C'est plein de petits intercalaires que j'avais achetés dans une boîte et c'est l'occasion parfaite de s'en servir. Donc une fois qu'on a tout bien mis avec les angles droits, etc., que tout est bien propre, on va pouvoir déjà découper l'intercalaire qui va nous servir de support à tout ça pour amener de la solidité mais aussi de l'épaisseur. Et ensuite on va coller tout ça. Pour le collage, j'utilise de la simple colle à bois. Jusqu'à maintenant, ça m'a jamais déçu, ça tient bien et j'en ai beaucoup. Donc de toute façon, il faut que je la passe et ça marche. Maintenant que nos plaquettes sont assemblées, il suffit de mettre tout ça bien à plat et de tracer les contours du manche, de le préparer pour pouvoir coller tout ça. La difficulté au moment de percer les trous, ça va vraiment être d'aligner tout ça. Donc je vous conseille d'utiliser un maximum de scotch et de repères sur vos plaquettes pour pouvoir vraiment fixer tout ça et faire en sorte que ça ne bouge pas pour que vous ayez deux plaquettes qui soient symétriques une fois que c'est monté sur le couteau. Après avoir percé nos plaquettes, on trace les contours du manche et ensuite direction la ponceuse pour encore une fois enlever un maximum de matière et se rapprocher des lignes. Donc moi ce que je vous conseille à cette étape c'est vraiment de ne pas prendre de risques. S'il y a des endroits où vous avez peur de trop entamer la plaquette, ne le faites pas. Vaut mieux attendre que ce soit collé et comme ça le métal va vous servir en fait de stop
plutôt que d'aller trop loin à cette étape-là, et du coup vous allez juste devoir recommencer toute la plaquette parce qu'elle est trop petite. Une fois qu'on a préparé le devant de nos plaquettes, donc à la ponceuse d'abord, on réalise des facettes parce que c'est ce que le futur propriétaire m'a demandé. Et ensuite on passe au polissage. Le petit souci que j'ai eu, c'est que j'avais quelques petites fissures dans mon olivier que j'avais pas vues avant, étant donné qu'elles sont vraiment minuscules. Mais en réalisant mes facettes, elles se sont révélées. Alors la technique que je vous conseille, c'est de faire un polissage avec un grain très fin, style 1000 ou 800, quelque chose comme ça. Du coup, vous allez faire une très fine poussière qui va venir se caler à l'intérieur de la fissure. Et ensuite, vous pouvez utiliser de la superglue, ou de la colle cyanoacrylate, ou n'importe quel type de colle qui devient dur en séchant. Et vous allez recouvrir votre plaquette, et ainsi, en fait, vous allez sceller cette poussière qui a rempli la fissure à l'intérieur de la fissure, justement. Ensuite, vous pouvez tout simplement polir par-dessus, et vous verrez que déjà vous ne sentirez plus la fissure au toucher, et si c'est bien rempli avec de la poussière, normalement la fissure devrait être quasiment invisible. Et en plus, ça ne compromet pas la solidité du couteau, du moins pas la solidité de la plaquette, parce qu'en fait vous avez vraiment scellé la fissure, elle ne bougera plus du moment qu'il n'y a pas de choc dessus. C'est la première fois que je travaillais avec du bois d'olivier, et honnêtement ça prend un très joli polissage, pardon. Donc on a des jolies veines qui se démarquent bien du fond du bois, et je sais pas si vous le remarquez, mais par hasard j'ai réussi à aligner les veines d'une plaquette sur l'autre. Alors c'est un détail que je remarque seulement maintenant, mais il y a des gens qui apparemment y font attention. Donc tant mieux si ça se passe comme ça, honnêtement c'était pas prévu, mais bon, ça a un joli effet. Vient enfin le moment fatidique du collage. Donc moi j'utilise du mastic colle qui s'appelle Sikaflex ou Buta, vous pourrez vous en procurer assez facilement, et honnêtement c'est très solide. On pourrait faire des tests dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Alors avant de tout assembler à la colle, vérifiez bien que tout s'assemble correctement sans la colle, justement, pour pas avoir à taper comme un malade au marteau et risquer de péter vos plaquettes. Même en ayant nettoyé les surplus de colle, il y en reste toujours un petit peu, donc j'utilise une petite pointe à tracer et je longe en fait le bord de ma plaquette pour enlever le surplus de colle qui a séché, et du coup qui prend, donc cette colle lorsqu'elle sèche, elle prend une structure un petit peu caoutchouteuse, en silicone en fait, du coup ça s'enlève plutôt bien. On raccourcit nos rivets, et on aplatit tout ça, du moins on met tout à niveau grâce à la ponceuse. Ici j'ai pas maté mes rivets, déjà parce que la colle est suffisamment solide, et ensuite parce que c'était de la résine, et honnêtement étant donné que la résine ne s'étend pas du tout et que c'est plutôt fragile, je vous déconseille de mater vos rivets si vous utilisez de la résine. Donc comme d'habitude on met tout à niveau grâce à une bande abrasive de 1,80, et là j'ai fait une erreur. Avec ma bande abrasive sur le dos, je suis allé un petit peu trop loin et j'ai effacé un trait que j'avais fait pour mon guillochage. Donc je ferai plus attention la prochaine fois. C'est une erreur que j'avais encore pas faite parce que d'habitude je fais pas de guillochage dans le dos. Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je passe ensuite à la réalisation des facettes. Donc comme d'habitude, on commence d'abord avec la ponceuse. Là, le plus dur, c'est toujours de maintenir l'angle correct et de s'arrêter au bon moment. Ça demande juste de l'entraînement, de la pratique, et surtout de bien noter correctement où est-ce que vous voulez vous arrêter. Et ensuite, on termine avec du polissage.
Donc pour les facettes, là il faut impérativement une surface dure sous le papier de verre. Donc c'est pour ça que j'utilise une petite cale en bois. Parce que si vous faites ça juste avec vos doigts, en fait vous allez arrondir vos angles et au final on verra plus vos facettes. Donc tous les efforts que vous avez fait juste avant pour maintenir un angle correct seront en vain. Donc voilà, notre couteau poli, pas encore huilé. Je suis quand même très content du résultat. Vous voyez, le Wenge a vraiment des jolies veines. L'olivier aussi, et mes intercalaires se marient très très bien. On a vraiment une alternance de noir et blanc que j'apprécie beaucoup. La résine toujours un peu trop claire à mon goût, comme je l'ai dit auparavant. Et en fait, j'aurais quand même aimé qu'on distingue un petit peu plus les veines de l'érable ondé qu'il y avait dessous. Enfin, je veux dire, quitte à avoir une résine claire, j'aurais aimé qu'on puisse quand même mieux distinguer les veines, même si à la base elles ne devaient pas être claires. Ça aurait apporté une petite touche en plus, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, un couteau qui est quand même de bonne taille, on va dire. C'est pas le genre de couteau qu'on va croiser tous les jours. C'est un style très agressif que personnellement j'apprécie, mais c'est pas non plus le genre de couteau qui est le plus pratique, on va dire. La partie recurve est extrêmement efficace lorsqu'il s'agit de tailler quelque chose, un crayon, une branche ou quoi que ce soit. Mais en soi, c'est des couteaux qui vont être certes très tranchants vers la pointe, mais par exemple, ça va pas être pratique pour couper un steak, je veux dire. Donc là voilà, on huile le manche. Donc comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est vraiment ma partie préférée, c'est là que vous voyez toute la beauté du matériau. La résine qui prend une couleur un petit peu plus claire et qui permet de distinguer, plutôt de deviner les veines de l'érable ondé dessous. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre, ça a vraiment foncé le Wenge. C'est-à-dire que les veines qu'on avait juste avant en plus clair se voient beaucoup moins. Soit. Là, je vous montre les trois différents tranchants du couteau. Alors, la première que vous avez vue, les premiers que vous avez vus, c'est le tranchant recurve, qui est pas très très tranchant. En fait, il y avait encore, je l'avais pas encore émorphilé. J'ai corrigé ça. Maintenant, il est très tranchant. Le tranchant principal vers la pointe, qui est vraiment enfin, là aussi qui est très tranchant, j'ai rien à redire là-dessus. Et par contre le double tranchant, donc sur le dos du couteau, est un peu moins tranchant, un peu moins aiguisé, je veux dire, parce que tout simplement l'émouture est beaucoup plus courte, donc il y a un angle quand même plus élevé. Aucun problème pour raser, comme vous pouvez le voir. Et voilà donc le résultat final. Alors un couteau de bonne taille, avec un polymiroir que j'apprécie beaucoup, des facettes sur le manche qui sont réalisées on va dire correctement, même si elles pourraient être mieux. J'aime beaucoup mon association de couleurs sur le manche, mais là vous pouvez voir les veines plus claires sur le Wenge se voient beaucoup moins bien que lorsque c'était pas huilé. Alors est-ce que ça vient de mon huile? J'aime pas laisser un bois brut comme ça qui est pas huilé parce que dans ma tête j'ai l'impression qu'il est pas imperméabilisé en fait, il est moins bien protégé. Donc je sais pas, est-ce que quelqu'un a une solution? Moi je suis ouverte à toutes les solutions et j'aimerais bien les entendre. On distingue quand même ces veines là, mais bon, moins bien que si c'était pas huilé. Donc le couteau est quand même de bonne taille, très tranchant, il faudra faire attention en le manipulant. Je vais réaliser un étui pour ce couteau, parce qu'en fait c'est ce qu'on m'a demandé, et aussi j'ai envie de tester un petit truc pour l'étui. Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous regardez bien là, sur le dos, le guillochage, il y a une ligne qui manque, parce que j'ai été un petit peu trop profond avec la ponceuse. Voilà, donc globalement je suis quand même très content de ce couteau qui m'a donné du fil à retordre, mais qui était très intéressant à faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas manquer la réalisation de l'étui du couteau. Voilà, à très bientôt dans une autre vidéo.